révolution en Albanie en plein milieu de temps de confusion et un espoir naissant. Ce soir, on va voir à la fois le meilleur et le pire. J'ai l'impression qu'il faut que je zoome un poil. Voilà, là, je pense que c'est un peu mieux. On va commencer. Je vais vous parler de ça, mais je vais vous parler de ça sous forme d'exposé. Okay? C'est pour ça qu'on ne pouvait pas parler d'autre chose. C'est parce qu'on risque d'y passer un moment et c'est important pour plein de raisons. Et comprenez quelque chose, là, ce n'est pas un Albanais qui vous raconte son histoire avec le patriotisme, machin. C'est Léo d'ADNM qui fait toujours la même analyse. Mais il se trouve que je parle aussi l'albanais et que mes sources d'information peuvent être beaucoup plus diversifiées que d'habitude sur d'autres sujets. D'accord ? Et en plus, je connais pas mal de gens là-bas qui sont en plein milieu de cette révolution. Et du coup, j'ai de l'information de tous les côtés. Donc, c'est ça qui fait que l'exposé va être un peu plus complet que d'habitude. Les médias mainstream montent. Ce n'est pas une surprise, mais bon. Voilà. Là aussi, ils disent n'importe quoi. Forbes écrivait hier, donc c'était le jeudi 11 juin, les manifestations en Albanie contre les projets de complexe touristique de Jared et Ivanka Trump prennent de l'ampleur. Les manifestations en Albanie contre le projet complexe touristique de Jared Kushner ont atteint mercredi leur plus grande ampleur à ce jour, rapporte Reuters, alors que les inquiétudes environnementales, blablabla, et voilà, les conneries habituelles. Et après, tout de suite, tu vas dans les médias occidentaux, tu tapes le mot Albanie dessus et tu trouves des milliers d'Albanais manifestent toujours contre le projet du gendre de Trump. C'est pas Kushner, c'est le gendre de Trump. C'est le nom de Trump, c'est important qu'ils le mettent. Albanie, 6e journée de manifestation contre un projet de construction lié à Trump. Etc. C'est toujours le nom de Trump qui est mentionné. C'est en gros, les Albanais se lèvent contre Trump. Alors, je vais vous dire une chose, les Albanais n'ont strictement rien à foutre de Trump. Ce n'est pas Trump le problème. Le nom de Trump a été évoqué comme étincelle, mais ce n'est même pas le nom de Trump qui est impliqué directement. Donc, comme je disais, je suis albanais, j'ai accès à toutes sortes de sources d'informations albanaises, mais j'ai aussi accès à des gens qui sont sur le terrain, dans les manifestations. Ce que j'entends, c'est très différent de ce que disent les médias mainstream de l'Occident. Et la différence, elle est radicalement opposée. Décisive. Tout d'abord, on va parler du projet étrange d'Ivanka Trump et Jared Kushner en sortant du filtre. J'espère que vous avez compris maintenant qu'on n'est pas des QAnon, qu'on n'est pas des pro-Trump, qu'on n'est pas toutes ces choses-là, on est juste des observateurs. Ce fut un temps, on avait été pris par l'élan dans tout ce que Trump faisait, parce qu'à l'époque, il faisait des choses superbes, mais ça fait un moment que on n'est plus dans le filtre patriote, entre guillemets, parce qu'il nous a posé pas mal de problèmes dans le passé, et d'autres médias QAnon nous traitent d'anti-Trump, opposition contrôlée, de ce truc-là. Donc, voilà, ne soyez pas surpris de ce qui vient, c'est objectif. Ce n'est pas la version des patriotes, ce n'est pas la version mainstream, c'est notre version. D'accord ? Voilà, enfin, ma version, et on va discuter pour vous apporter notre version, parce que Rudy et Nicolas auront certainement des choses hyper pertinentes à dire, comme toujours. Donc, le nom de Trump est l'étincelle qui a mis le feu, mais les Albanais ne se battent pas contre Trump. Pour mieux comprendre, on doit parler de cette étincelle, justement. Et on va commencer par le projet en question. Okay? Qu'est-ce qui a fait que l'Albanie est partie en révolution ? Ivanka Trump et son mari Jared Kushner veulent développer un immense complexe touristique de luxe sur l'île de Sazan, au large de la côte sud de l'Albanie. Et aussi une partie sur la terre ferme, en face de l'île, qui s'appelle Zvernets. Okay? Vous avez ici la carte qui vous montre les deux endroits. Et donc, si on clique sur Google Maps, donc ça, c'est l'île en question. D'accord ? Et Zvernets, c'est là. Donc, c'est ici qu'ils veulent faire leur complexe touristique et c'est ici qu'ils disent qu'ils veulent faire une sorte de base pour les bateaux qui font les allers-retours et tout ça. Okay? Tu peux un port, ouais. Tu peux dézoomer un petit peu pour que qu'on ait une vision. Justement, c'est pour ça que je l'ai mis. Donc, c'est le point rouge ici, comme ça, vous voyez où c'est. Okay. D'accord ? Et alors, voilà en ce qui concerne ça. Le projet est porté par la société d'investissement de Kushner, Affinity Partners. On y reviendra plus tard. Et représente environ 1,4 milliard d'euros d'investissement.
L'idée en une phrase, c'est de transformer une ancienne île militaire quasi vierge en destination méditerranéenne ultra premium avec hôtel de luxe, villa privée, marina, restaurant et infrastructures touristiques haut de gamme. Évidemment, inaccessible, totalement inaccessible pour l'Albanais moyen. Okay? Totalement, c'est genre le prix d'une chambre, c'est l'équivalent d'une année de salaire dans les hôtels de luxe. C'est une année de salaire pour un Albanais moyen. Bah, je veux dire, alors moi je découvre le sujet. Moi, jusqu'à ce qu'on commence l'émission, j'avais la version Aucune mainstream. Je sais pas de quoi ça parle. Mais il y a quand même un gain pour l'Albanie et pour le peuple albanais en termes de... Même pas en termes d'emploi, comme tout le reste, non, les Albanais héritent les problèmes. Par contre, tous les bénéfices partent à l'étranger. Justement, s'ils achètent les terres, l'Albanie gagne zéro derrière. Non, mais en termes d'emploi, j'imagine que tout le personnel qui va travailler, ça va être du personnel albanais. Donc, on peut le mentionner, ça, quand même. Oui, mais le prix que je veux dire, c'est du personnel. C'est que le personnel qui travaillera là-bas qui gagnera. Personne d'autre. Les commerces, ils vont les contrôler. Ils veulent, ça sera leur terre avec leur commerce, leur truc. Bon, ok. Tu vois, personne ne gagne s'il y a un McDonald's quelque part. C'est pareil pour les trucs de luxe quand ils viennent d'ailleurs. Ok. Donc, l'Albanie, par contre, récolte que les problèmes, la destruction de l'environnement, le coût hyper élevé qui va commencer à se propager partout, avec comme conséquence l'éloignement des habitants de ces terres-là, en fait. Et justement, en Albanie, à chaque fois que quelqu'un a essayé de faire ça, ça a mal tourné. Donc là... Alors, Sazan est une île inhabitée, située entre l'Adriatique et la mer Ionienne. Pendant des décennies, elle a servi de base militaire. Petit détail de poids. Elle fait partie d'une zone côtière considérée comme l'une des dernières portions relativement préservées de la Méditerranée. On y trouve des habitats protégés, des oiseaux migrateurs, des tortues marines et d'autres espèces sensibles. Et le logo, on va dire, de cette manifestation, c'est devenu un peu le flamenco rose, qui représente un petit peu une espèce en danger parce que les terres où il évolue sont en train de disparaître. Donc, et il y a aussi des flamingos roses là-bas. Donc voilà. Alors voici quelques images pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est l'ancienne base abandonnée sur l'île. Et ça, c'est une image de l'île depuis la côte. Okay. Et ça, c'est une image de quelqu'un qui est allé sur une plage sur l'île. Donc, c'est des endroits vraiment idylliques, c'est merveilleux, magnifique. Ouais. Les eaux sont transparentes, propres et tout. L'île est située entre la baie de Vlorë, là où se rencontrent Adriatique et mer Ionienne. Donc là, on fait le zoom out pour voir un petit peu mieux où c'est placé. Ça, c'est le sud de l'Italie. Voilà, et donc ici, c'est un passage. Quiconque contrôle Sazan peut surveiller une partie importante du trafic maritime vers les Balkans occidentaux. Donc, tout ce qui est la Croatie, Monténégro, etc. C'est un peu l'équivalent d'un poste d'observation naturelle sur une porte d'entrée maritime. Donc, c'est une position stratégique avant tout. Zvernets, c'est la partie qui se trouve sur la terre ferme. D'accord? Donc, nous avons vu qu'il y a l'île Sazan et Zvernets, c'est le côté terre ferme. C'est important. C'est là où Ivanka Trump et Jared Kushner veulent construire une installation qui permet la connexion avec l'île. Okay? Écoutez ce qui est intéressant. Dans les années 50, l'URSS a construit à Pachaliman, donc c'est tout le port là, ici, qui inclut donc Zvernets, une base destinée à accueillir des sous-marins soviétiques de la flotte de la mer Noire opérant en Méditerranée. Ok. D'accord, donc vous avez ici quelques images qui restent, donc ça c'est le port en question. Là, il y a encore même des sous-marins mais ils sont en train de rouiller morts, c'est plus pour l'exposition, quoi. Et ça, c'est l'intérieur d'une des stations où ici il y a un sous-marin qui peut passer pour se fournir. Ouais, voilà. Ouais, station d'entretien, ouais. Voilà. Le lien avec Sazan. Sazan servait en quelque sorte de bouclier avancé pour la baie. D'accord, Sazan, c'est l'île qui servait de bouclier avancé pour la baie qui était la base militaire avec les sous-marins et tout. Surveillance du détroit, défense côtière, contrôle des approches maritimes, c'était les rôles principaux qu'il voulait assurer avec ces installations. La combinaison de l'île avec le port formait un système défensif intégré.
Dernier détail, mais pas des moindres. Même si l'île est aujourd'hui démilitarisée, elle se trouve toujours à proximité immédiate d'une zone ayant conservé une certaine importance stratégique pour l'Albanie, pour l'OTAN, puisque l'Albanie est membre de l'Alliance depuis 2009. Donc ça, il faut savoir que l'Albanie est aussi sous occupation de l'OTAN, puisqu'on n'a pas vraiment choisi d'y entrer. Pour résumer, d'accord, le point sur cette étincelle, Ivanka Trump et Jared Kushner veulent acheter une ancienne base militaire avec des installations sous-marines. Ce qu'ils feront plus tard n'est pas forcément pertinent dans ce contexte. Pendant que tout le monde parle de complexes de luxe, tout le monde passe à côté de l'importance stratégique de cet endroit. Pourquoi? D'un côté, c'est une ancienne base militaire avec des installations sous-marines, donc il y a plein de choses qui sont déjà faites au cas où. De l'autre côté, parce que c'est un point stratégique d'un point de vue géographique. Okay? Pourquoi se focaliser sur l'importance stratégique? Parce qu'Ivanka Trump et Jared Kushner ne sont qu'une façade. L'acteur important dans cette histoire, que les Albanais ont vite identifié, c'est l'entité qui paye, qui est le fonds d'investissement de Jared Kushner, Affinity Partners. C'est intéressant. C'est le fonds d'investissement de Jared Kushner, il est le fondateur et propriétaire. D'accord. C'est intéressant parce que nous avons vu le rôle de plus en plus grand qu'ont pris actuellement des fortunes privées. On a vu Elon Musk, on a vu les patrons de Palantir, etc. Ouais. Dans les relations internationales. Donc ils commencent comme à avoir un pouvoir diplomatique. En fait, ouais. ils étaient en quelque sorte intronisés rois, en fait, sans avoir eu de couronne, en fait, et que personne ne les a élus. Donc, ils participent à des décisions, même d'une manière officielle, non, mais sur le destin du monde. Prends ça en compte quand on parle de la portée stratégique du lieu. Oui, non, mais moi je prends parfaitement compte et tu as parfaitement raison. Ouais. Ah non, je me marre parce que Léo il nous gigote à gauche, à droite, mais non, j'essaie de me mettre bien, tu vois, comme ça, Nico il regarde par là, alors je le mets à droite, moi je regarde par là, alors je me mets à gauche, tu sais, je fais les trucs qu'on fait avec Thierry. Et ce qui est con, c'est que ça ne garde pas en mémoire, je dois le faire à chaque fois, donc pardonnez-moi, je fais au mieux. Alors, ce que tu dis, Nico, est très pertinent et très juste, surtout dans ce cas précis, parce qu'on va voir que cette question de partenaires, Affinity Partners et toutes ces histoires-là, c'est un petit peu plus complexe. Okay? Parlons maintenant de Affinity Partners. C'est un fonds d'investissement différent des autres. Okay? On parle maintenant de celui qui a voulu acheter les terres pour créer ce complexe de luxe, etc. etc. Donc, c'est pas Trump, c'est Affinity Partners. Okay? Il se trouve que Affinity Partners, c'est la propriété de Jared Kushner, qui est le gendre de Trump. C'est pour ça que le nom Trump apparaît partout. Mais c'est Jared Kushner, c'est même pas Ivanka Trump. Ce qu'on sait sur Affinity Partners, avec leur logo qui est assez rigolo d'ailleurs, le plus gros investisseur historique est le fonds souverain saoudien, le Public Investment Fund, qui a engagé environ 2 milliards de dollars. Les fonds souverains qataris, Qatar Investment Authority, a également investi dans Affinity. Des capitaux provenant des Émirats arabes unis, notamment via Lunate, sont aussi entrés au capital du fonds. Okay? Donc, ces 3 entités sont tous connues pour leur implication dans le financement du terrorisme international, pour commencer. Okay? De l'autre côté, les liens avec Israël sont plus que flagrants. Affinity Partners investit activement dans des entreprises israéliennes depuis sa création et est devenu un acteur important dans plusieurs sociétés israéliennes, notamment dans la finance. Et le personnage de Jared Kushner, donc fondateur et propriétaire d'Affinity Partners, mérite plus d'attention. Les liens entre Jared Kushner et Benjamin Netanyahu sont à la fois personnels, familiaux, politiques et idéologiques. C'est ce qui le distingue d'une simple relation diplomatique. Le gars, il est impliqué jusqu'à là avec Netanyahu. Le père de Jared, Charles Kushner, était depuis longtemps un soutien financier de causes pro-israéliennes et entretenait une relation amicale avec Netanyahu depuis les années 90. Cette proximité était telle que lors des voyages aux États-Unis, Netanyahu séjournait parfois chez les Kushner dans le New Jersey.
Et les petites anecdotes disent que Netanyahou lui-même a déclaré. Non, des petites anecdotes disent que, en fait, c'est Netanyahou, quand il allait chez eux, il allait dormir dans la chambre de Jared Kushner. Alors, c'est des rumeurs à la con pour montrer la proximité. Et c'est des rumeurs qui circulent en Israël. Mais la maison était assez grande pour qu'il n'y ait pas besoin de déplacer l'enfant. Hein. On est chez les Kushner, on n'est pas chez le smicard qui a du mal à boucler les fins du mois. D'accord, le vrai travailleur, je veux dire. On n'est pas chez les vrais travailleurs, là on est chez les parasites. Okay. Et donc les parasites en général dans ce monde, ils ont des grosses baraques. Donc cette histoire de Netanyahou, enfin, ça donne un côté à regarder comment on vit dans la misère. Je n'avais pas compris comme ça, moi, quand tu disais qu'ils dormaient dans la même chambre, j'avais vu les sous-entendus de qu'est-ce qui se passait dans la chambre à ce moment-là. Moi, c'est ça qui m'était venu. Il laissait la chambre, oui, bah ça c'est ton cerveau, à force d'entendre des histoires pas très sympas, tu vois, c'est justement, c'est pour ça qu'on parle plus trop d'actualité, c'est parce qu'on... Ouais. On peut même évoquer un certain lien historique entre eux, parce que Jared Kushner, il est d'origine, c'est un juif biélorusse, enfin d'origine biélorusse, donc qui sont partis après la Seconde Guerre mondiale, si je ne me trompe pas, et Netanyahou aussi, hein. Netanyahou aussi. Il suffit de regarder leur biographie. Donc, c'est pour ça des liens familiaux, politiques, idéologiques. Des liens familiaux, les liens de synagogue, tu sais, l'importance que ça a dans la relation entre les personnes pour se connaître au sein de la communauté juive. En tout cas, Netanyahou lui-même déclare connaître Jared Kushner depuis qu'il était enfant. Lorsque Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche en 2017, Kushner est devenu l'un des principaux architectes de la politique américaine au Moyen-Orient. Il a notamment participé à la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, aux négociations des accords d'Abraham et au plan de paix israélo-palestinien présenté en 2020. Okay? Alors, justement, il y a beaucoup de gens qui se plaignent comme quoi il n'était pas neutre. Tu vois? Bah oui, il n'était pas neutre. Il n'était pas neutre pour aller négocier ces accords là-dedans parce qu'il est impliqué avec Israël totalement. Il n'y a rien qui dépasse chez lui qui n'est pas impliqué avec Israël. Kushner est issu d'une famille juive très engagée dans les questions liées à Israël. Lui-même a toujours affiché un fort attachement à l'État israélien. Cela ne signifie pas qu'il est simplement un relais de Netanyahou, mais leurs visions géopolitiques ont souvent convergé. Donc il y a aucune preuve directe autre que Netanyahou et son père étaient très 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 proches. Voilà, que Jared Kushner a créé plein de projets pour Israël, son père aussi, sa famille en général était pro-Israël à fond, notamment d'Israël de Netanyahou. On parle de cet Israël-là, parce qu'il y en a plusieurs. Et aussi le fait qu'il a participé aux négociations en représentant les États-Unis dans le Moyen-Orient. Voilà, c'est-à-dire tout est là pour nous dire que, mais il n'y a personne qui va dire directement qu'en fait ils travaillent ensemble en arrière-plan et tout ça, parce que ça c'est toujours impossible à prouver. Mais en tout cas, il n'y a rien qui les éloigne idéologiquement, rien. Tout les met ensemble, historiquement aussi. Donc pour résumer, Jared Kushner est fortement lié à Israël de Netanyahou et d'autres acteurs pas très sains du Moyen-Orient, et son fonds d'investissement n'est pas un simple fonds, surtout quand il s'agit du fonds d'investissement du gendre de Donald Trump, le président de la plus grande puissance militaire au monde. Donc il semblerait que Affinity Project, c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup mieux depuis que Trump est président, on va dire. En tout cas, le nom de Trump est souvent utilisé pour mettre en avant beaucoup de choses. Donc le mariage de Jared Kushner avec Ivanka Trump pourrait être considéré comme un mariage stratégique, tu vois. Entre familles, pour emmener de l'influence, etc., etc. C'est comme ça que ça se passe dans le milieu des élites. Okay? C'est marrant parce qu'on ne parle pas souvent de cet aspect-là, en fait. On ne parle pas assez souvent de Jared Kushner, tu sais, dans les médias pro-Trump et tout ça. Oui, c'est un peu la dernière feuille de vigne. Hein. Ça fait un peu mal au narratif général, puisqu'on ne peut pas prétendre faire la paix partout dans le monde et être intimement lié à une des puissances, par exemple, la plus belliqueuse ces dernières décennies.
Après, il faut je veux dire, comme tu l'as très bien dit, le lien, semble établi, certes. Après, l'influence, dans quel sens elle est prédominante? Est-ce que c'est une influence de Netanyahou sur Kouchner ou une influence du clan Trump sur Netanyahou par le biais de Kouchner? Ça, la question se pose, quoi. En tout cas, jusqu'à là, en fait, ça a été... Tu sais, Kouchner existait avant de se marier avec Ivanka. Il était pro-Israël et soutenait tous les projets avant. Donc, je ne pense pas que c'est lié. Je vois ce que tu veux dire. Il pourrait être utilisé pour infiltrer. Pas infiltrer, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as un message à faire passer... Infiltrer, pour influencer. Oui, influencer, oui. Oui, mais actuellement, les faits vont plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à travers Jared Kushner, l'Israël fait ce qu'il veut. Et en utilisant les États-Unis comme la main de force, quoi. Les accords d'Abraham gérés par quelqu'un qui est totalement pas neutre du tout. Voilà. Alors vous allez me dire quel rapport avec l'Albanie? C'est parce que c'est Jared Kushner, donc déjà ce personnage avec ses liens d'Israël, avec son projet de fonds d'investissement dont Israël est très actif, surtout en tant que bénéficiaire. Donc voilà, le lien il est quand même assez fort. Albanie, un pays de complotistes. Si un complotiste est un individu qui remet en question le rôle des autorités, dans ce cas, je peux dire sans le moindre complexe que les Albanais sont complotistes par nature. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus de 40 ans d'une dictature connue mondialement pour sa violence qui dépasse la compréhension a rendu les Albanais allergiques aux autorités. 100% des familles albanaises ont été directement impactées et sont encore au stade de la guérison de la violence de la dictature d'Enver Hoxha. Cette allergie est toujours présente et l'Albanais moyen est ce que l'Occident appelle un complotiste, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a absolument aucune confiance au gouvernement. Aucune. C'est l'exact opposé du bon citoyen de l'époque des boomers. Vous voyez le cliché du boomer qui a voté pour Macron et qui est avec le panneau comme ça et tout le drap. En albanais, par nature, ça va être l'exact opposé. Ouais. En France, il y a eu les 30 glorieuses. En Albanie, il y a eu les 40 malheureuses. Pourries, ouais, voilà. Donc, ça a donné... C'est très bien vu, Nico. C'est très bien vu. Du coup, les conséquences n'étaient pas du tout les mêmes. Pendant que la France avait les 30 glorieuses, nous, en Albanie, on avait les plus de 40 ans de misère galérienne. Tu vois? Donc, vraiment... et du coup, forcément, la population n'est pas venue aux mêmes conclusions au niveau du rapport du peuple avec les autorités. Tu vois, en France, les autorités ont pris soin du peuple et ils leur ont donné l'impression que tout va bien et ils prennent soin d'eux. En Albanie, c'était l'inverse. Les autorités ont écrasé le peuple. Donc, les Albanais ont fait donc leur devoir sur toute cette histoire-là. Beaucoup de manifestants ne voient pas seulement un projet immobilier. Ils y voient l'arrivée d'un acteur qui se situe à l'intersection de plusieurs réseaux de pouvoir, Trump, Netanyahou, les fonds souverains du Golfe et la diplomatie américaine au Moyen-Orient. C'est en grande partie ce qui donne à l'affaire une dimension géopolitique qui dépasse largement le tourisme. Donc tu peux rajouter l'OTAN en fait au milieu de tout ça, quoi, qui a des intérêts dans... des intérêts militaires, ouais. Oui, c'est sûr, ouais, des intérêts géostratégiques là. C'est clair que cet endroit-là, si jamais il y a un conflit, celui qui contrôle cette base, cette île, il a toute une partie de la Méditerranée sous son contrôle, quoi. Actuellement, il y a plus ou moins que des bases militaires américaines en Albanie. Okay. Alors, elles viennent avec l'étiquette de l'OTAN, mais elles sont principalement américaines. Il y a aussi des petits bouts du reste de l'OTAN, mais c'est principalement américain. Donc, voilà. Pour vous donner un exemple du complotisme albanais, pour que vous compreniez, pour une raison mystérieuse, le maire de Tirana avait décidé d'installer des travaux israéliens au boulevard central, là où il allait avoir donc la manifestation, la grande manifestation. Et ils avaient fait ça. Les images de la veille de manifestation. Quelques heures plus tard, et après la pression des organisateurs de la manifestation et d'autres acteurs venant de tous les milieux, les drapeaux avaient été retirés.
J'ai entendu par plusieurs sources que les organisateurs de la manifestation venant de différentes couches sociales avaient prévenu la mairie de Tirana que si les drapeaux restent, ils finiront brûlés. Genre, on ne veut pas de vos drapeaux, enlevez-les parce que là, c'est nous qui décidons, c'est pas vous. Ça, c'est vraiment une méthode pour organiser une division et une explosion de société au sein d'une société. C'est clair que là, ces drapeaux, tu prends ça comme une provocation quand même. Moi, je sais pas, si mais tu sens regardes un petit peu la température. L'Albanie est un pays extrêmement multiconfessionnel, à majorité musulmane, si je ne me trompe pas. Qui a été aussi un grand protecteur des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, bien sûr, mais dans le contexte actuel, aujourd'hui, le monde musulman, il est un peu remonté contre Israël, justement, à cause de ce qui s'est passé après le 7 octobre, ce qui se passe même maintenant avec l'Iran, etc., et la guerre au Liban. Donc, effectivement, ça énerve les gens. Surtout dans ce contexte actuel où je te dis, les Albanais, globalement, ils ont tout de suite tourné leur regard vers Israël. OK ? C'est OK, Ivanka Trump, bon, ils sont pas cons, voilà, elle est sympa, tu vois, mais je suis pas certain que c'est elle qui tire les ficelles. Donc, ils sont tournés vers Kushner et Affinity, et les Albanais qui manifestent, ils te parlent de Qatar, d'Israël, des Saoudiens, tu vois, de fonds d'investissement chelous qui viennent utiliser l'Albanie pour laver leur argent et qui profitent du boom touristique pour faire leur magouille. Donc, ils ne sont pas cons. Et là, je te parle des gens, le Pékin lambda dans la rue, il va te dire ça, aussi bien que l'intellectuel qui va passer à la télé. Et les médias mainstream albanais, eux, c'est quoi leur position? Alors, en Albanie, contrairement à la France ou l'Occident en général, il y a les médias de gauche et les médias de droite. Mais si tu veux, c'est des vrais médias de gauche et des médias de droite. C'est-à-dire, vraiment, ils se contredisent. Les uns disent « Ah, les autres, c'est des cons », et les autres disent « Ah, les autres, ils vous montrent, c'est des cons ». Donc, les médias mainstream, selon quel camp tu te mets, ils essayent de tourner ça dans des raisons politiques, sauf que ce n'est pas une manifestation politique parce que les gens réclament la démission du Premier ministre actuel et l'emprisonnement du chef de l'opposition. Pour cette histoire, c'est lié. Pas pour cette histoire. Justement, il faut comprendre que la manifestation, au final, n'a plus rien à voir avec l'histoire du complexe. D'où l'étincelle, c'est pour ça que tu parlais de ça. Oui, en fait, le peuple albanais considère que leur gouvernement n'est tout simplement plus représentatif, il le considère massivement, de la volonté du peuple albanais. Point. Mais pas que le gouvernement, le système entier. Donc, mais ça c'est vrai, ils ont dit à la mairie en Albanie, ils ont dit vous enlevez les drapeaux, on va les brûler. Donc, en Albanie, c'est pas... Tu sais, les Albanais, ils ont zéro respect pour les autorités. Hein. Zéro. Et les autorités le méritent bien parce que c'est corrompu, ça va dans tous les sens, bref. Pour vous donner un autre exemple, 100% des politiciens qui sont allés à Zvernets, donc sur cette ancienne base militaire, pour se montrer devant les caméras, ont été expulsés parfois violemment par les manifestants qui étaient sur place. Tous, de gauche, de droite, de plus à gauche, de plus à droite, d'en haut, d'en bas, tous virés, des fois manu militari, comme on dit. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la raison de ces grandes manifestations ne concerne plus l'installation d'Ivanka Trump et Jared Kushner. Ah, c'était l'étincelle, ouais. Ça fait penser aux gilets jaunes, hein, un peu. Et tu verras que c'est très différent aussi. C'est la colère que les gilets jaunes avaient, mais avec une intelligence différente parce qu'on est un pays avec une histoire différente. Bien sûr. Tu vois, ça se fait naturellement. C'est pas qu'on est plus intelligent ou quoi que ce soit, c'est juste on est organisé différemment. La goutte qui a fait déborder le vase. D'après plusieurs récits des événements, le véritable déclencheur des manifestations nationales semble avoir été un incident survenu à Zvernets, près de la zone concernée par le projet touristique. Le 30 mai 2026, des habitants protestaient contre l'installation de clôtures sur des terrains qu'ils considéraient comme leur appartenant. Ils ont installé des clôtures jusqu'à la plage. Du terrain qu'ils veulent vendre et commencer à construire jusqu'à la plage. Sauf que c'est de loi que 300 mètres de la côte, les plages appartiennent au peuple. Donc, ils ont essayé de rendre inaccessibles les plages. OK ?
Alors ça, c'est un phénomène qui se produit beaucoup en France. Et quand le Français râle, il se prend la police dans la gueule. Mais c'est un phénomène qui passe très mal en Albanie. Parce que leur prendre les plages à un pays qu'il ne lui reste plus que la plage pour être heureux, tu vois, c'est lui enlever sa raison d'exister en gros. Et donc du coup, les gens, ils réagissent beaucoup plus violemment et ne se laissent pas faire. Et donc tout de suite, dès qu'ils ont vu ça, ils sont allés pour dire, les gars, ça c'est illégal. Et ils se sont retrouvés face à des agents de sécurité privés. Et ces agents de sécurité auraient pris cet homme. Donc vous voyez, c'est cette vidéo-là, en gros, qui a été un petit peu l'étincelle. Ce gars-là, il leur dit, ici, c'est une plage de Mater, l'Albanie. Ok? C'est pas à vous. C'est pas à vous de ne pas me laisser entrer. C'est là où je viens aller à la plage avec mon enfant depuis ma naissance. Et mon père venait avec son enfant depuis sa naissance. Et ainsi de suite. Donc c'est pas vous qui allez venir maintenant me dire que je viendrai pas là. Et donc, il voit les barbelés, il les écrase, il essaye d'aller dedans. Ok? Et là, il est attendu par des agents de sécurité privés. Pas la police. Et il se trouve que d'autres caméras de cet événement montrent qu'il y avait la police juste en face et qu'ils n'ont rien fait, alors que là, c'est un acte illégal. C'est un Albanais qui réclame son droit de marcher sur un terrain qui appartient à l'Albanie et aux Albanais. Okay? Et ce qu'il fait, les agents de sécurité, c'est illégal. Et la police, elle a tourné le dos en mode, nous on fait rien, on voit rien. Et c'est ça qui a été la goutte qui a fait déborder le vase, parce qu'ils l'ont tiré comme ça, ils l'ont tabassé plus loin. Tu vois? Et la police regardait, elle faisait rien. Alors déjà que les Albanais n'aiment pas trop la police, parce qu'au niveau corruption, on peut difficilement faire pire. Ok? Bien sûr, il y a beaucoup d'exceptions, mais malheureusement, ce qui reste le plus, c'est si tu as l'argent, tu peux avoir dans ta poche la police, tu vois. Tu peux avoir beaucoup de services en tout cas. Et ils ont marre de la police, mais cet événement-là, c'était vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. Et c'est cet événement-là qui a déclenché il y en a marre. Ras-le-bol, c'est fini. Cet incident est devenu simplement la goutte de trop pour les Albanais qui sont déjà à bout de souffle. Après les difficultés financières liées au Covid, beaucoup d'Occidentaux ont choisi l'Albanie pour leurs vacances nécessairement abordables. Hein? Vous savez pourquoi? On galérait financièrement et tout, et au lieu d'aller à des endroits comme le sud de la France, l'Italie, Croatie qui est devenue chère, etc., beaucoup de monde sont allés en Albanie. L'Albanie s'est trouvée saturée. Mais du coup, le commerce, il a explosé. Parce que cela a permis à ces touristes de découvrir le trésor qui est la terre d'Albanie. Et le problème, c'est que ça a attiré l'attention des investisseurs étrangers qui se sont vouloir acheter, enfin qui se sont mis à vouloir acheter massivement les terres. Ils voulaient acheter absolument les terres et investir dedans parce qu'ils voyaient le potentiel financier. Le problème, c'est qu'ils voulaient aussi acheter les terres qui n'étaient pas à vendre. Et en Albanie, tu donnes une enveloppe plutôt une valise à un politicien et tu peux l'acheter, ce qui n'est pas à vendre. Tu vois? La corruption gouvernementale leur a permis de faire plus ou moins ce qu'ils voulaient à ces investisseurs étrangers et de nombreuses terres ont été dérobées et rendues inaccessibles. Les Albanais avaient de moins en moins accès aux terres et aux plages où ils avaient grandi. Pendant ce temps, les prix ont explosé, rendant la vie des Albanais encore plus compliquée. Oui, le tourisme a connu une explosion en Albanie ces dernières années, mais les Albanais ne font qu'hériter les problèmes, pas les bénéfices, à cause de la corruption des autorités. L'incident de Zvernets du 30 mai n'était que la goutte de trop qui a fait déborder le vase, pardon pour le petit pain là, et qui a déclenché des manifestations spontanées un peu partout en Albanie et à l'étranger. C'est-à-dire, cette vidéo est devenue virale et spontanément, il y a eu plein de manifestations qui ont éclaté partout en Albanie dans un premier temps et qui ont commencé à apparaître dans le reste du monde aussi. Les Albanais manifestent aujourd'hui contre la corruption des autorités albanaises et ils n'ont rien à faire de Trump ou je ne sais qui d'autre. Les manifestants appellent pour la démission du Premier ministre Edi Rama, mais ils appellent aussi à l'emprisonnement du chef de l'opposition politique, Sali Berisha,
pour les mêmes raisons. Il faut savoir que Sali Berisha, c'est le gars qui était au pouvoir à l'époque de la guerre civile, avant la guerre civile, et c'est lui qui a laissé faire, au point où l'Albanie est tombée dans la guerre civile. Donc lui aussi, il est corrompu au-delà de l'imaginable. Donc les Albanais voient qu'ils ont le choix entre Satan et Belzébuth, tu vois. Et donc ils se disent, les gars, allez gentiment vous faire ce que vous voulez, mais laissez-nous tranquilles. Juste les manifestations qui ont eu lieu hors d'Albanie. Je vais les expliquer juste après, parce que justement, c'est juste là, ça arrive. Ce n'est plus une manifestation politique à ce point, mais une manifestation humaine. Et ça, je le dis malgré mon scepticisme sur ces sujets-là. Ils veulent un nouveau système et ils ne veulent aucune interférence étrangère à la création de ce nouveau système, ni celle de l'UE, ni celle de la Russie, ni celle de Trump, ni celle d'Israël, malgré des efforts considérables d'infiltration de ces derniers. Bien sûr. Donc les Albanais, ils ne sont pas en mode les États-Unis, c'est la police du monde et tout. Non, les Albanais, c'est ici, on est en Albanie, c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on fait. Ceux qui veulent venir de l'étranger pour faire de l'ingérence, ils ont qu'à essayer. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'Albanie n'est plus un pays n'est pas un pays avec un État, mais c'est une nation qui existe au-delà des frontières habituelles. Donc ce n'est pas un pays, ni un État, c'est une nation. Et il y a une différence. Oui, ça veut dire que en albanais, ça se définit pas. Ça se définit par sa langue et par sa culture, en fait. C'est ça. Donc c'est très différent. Les Albanais vivant en Albanie ne représentent qu'un petit pourcentage de l'ensemble de la population de cette nation. Il y a environ 2,7 millions d'Albanais en Albanie, mais il y a entre 7 et 8 millions d'Albanais qui vivent ailleurs. Certains au Kosovo, au nord de Macédoine, Monténégro et en Serbie, en Italie, au sud de l'Italie, dans ce qu'on appelle l'Arberie. Arberie, d'ailleurs, en français, c'est joli. En Turquie, aux États-Unis, en Suisse, en Allemagne. En Suisse, voilà. Et en France aussi, quelques-uns. Même si l'épicentre reste clairement Tirana, le mouvement a commencé à s'étendre à l'étranger grâce à la diaspora albanaise. D'après les informations disponibles cette semaine, des rassemblements de soutien ont eu lieu ou ont été annoncés dans plusieurs villes comme Berlin, Munich, Stockholm, Milan, Florence, Bologne, Londres, Bruxelles et même à New York ou à Toronto. Il y en a une à Paris, il y a ma famille qui était... c'est eux justement qui m'ont emmené beaucoup d'informations, d'autres amis aussi à Paris. Bref, alors il y a quelque chose de différent avec cette manifestation auquel je n'avais jamais vu jusqu'à présent. Un aspect particulièrement important, même pas intéressant, mais important de ces manifestations, c'est leur nature décentralisée. Plusieurs groupes de différents niveaux sociaux organisent des manifestations de façon indépendante et spontanée. Ce n'est pas comme les manifestations anti-Poutine qui peuvent avoir lieu en Roumanie et qui sont financées par les Soros, les trucs comme ça. C'est vraiment des gens, des Pékins lambda sur les réseaux sociaux qui disent « Les gars, moi je pars manifester, j'en peux plus, j'en ai marre. » Et d'un coup, il y a un groupe qui se crée et hop, ils vont aller manifester. Et ces groupes-là ne communiquent pas forcément entre eux. Les efforts de récupération ont rapidement été identifiés et les groupes insistent sur l'aspect décentralisé afin d'éviter les récupérations politiques. Cela ne se fait pas toujours de manière consciente, tu vois, c'est pas que les Albanais, c'est les grands cerveaux qui comprennent et hop, on va décentraliser parce qu'on a un plan et non, tout. c'est une méfiance. C'est exactement ça, c'est grâce à une bonne mémoire d'anciennes manifestations historiques détournées. D'accord ? Nous, on a encore la mémoire bien vive de ces choses-là. Alors moi, tout de suite, la question qui me vient, c'est pourquoi les réseaux sociaux laissent faire ? Comment ça ? Pourquoi les réseaux... ils n'ont pas le choix. Moi, je peux donner... Quel est l'argument qui est mené pour dire vous ne pouvez pas faire ça ici ? Premièrement, c'est... Non, je te parle des réseaux sociaux de shadowban, d'empêcher les communications. Alors, comment tu voudrais qu'ils le fassent ? Premièrement, la plupart des manifestations passent par WhatsApp dans des groupes. Tu vois, les groupes privés, parce que les Albanais, étant donné qu'ils sont un peu partout dans le monde, ils utilisent beaucoup ce genre de réseau de communication et il y a un paquet de groupes.
C'est pas juste Ok, des c'est pas réseaux juste sociaux. Facebook, quoi. Voilà, premièrement. Deuxièmement, Facebook, pour qu'il puisse les shadow-banner ou les censurer ou les saturer ou les bloquer, il doit avoir une raison. Et là, il n'y a littéralement absolument aucune raison. Oui, enfin, Bien sûr. la Il y a- probité des plateformes de réseaux sociaux pour censurer ou pas, enfin, je veux dire, on a fait partie de ceux qui en ont été victimes. Hein. On a En fait, encore Y-Files si qui tu fait- veux, là, Rudy. ça concerne pas un petit groupe de complotistes. Là, c'est 100% des utilisateurs albanais, ils sont dedans. Voilà. Je Oui, vais Nico. vous donner ma version et vous allez comprendre. En fait, les réseaux sociaux, au-delà de contexte politique, même s'ils font partie, on va dire, de big power, de big media, etc., n'ont pas intérêt. Parce que là, ce que je vois en Albanie actuellement, c'est un test. C'est un test de résistance, c'est un test d'ingénierie sociale. Vous voyez ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que tu m'as dit décentralisé, très peu communicant entre eux, et ils choisissaient pas une tête, et ils refusaient la politisation, viraient les... Ça me fait beaucoup de se penser aux Gilets jaunes. Pourquoi on a laissé faire? On laisse faire jusqu'à un point où il y a une réelle... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les Gilets jaunes, du fait qu'ils ont accepté le titre Gilets jaunes et qu'ils se sont mis à porter des Gilets jaunes, par défaut, ils sont entrés dans une psyop. Oui. Parce que ça veut dire qu'il y avait quelque chose avec lequel tu pouvais identifier. Tu Donc, pouvais Gilets les jaunes, identifier. voilà. D'accord, Et oui. du coup, coller des étiquettes autour et les salir. Ouais, c'est sûrement parce que c'est une méthode française de faire. Mais par contre, ce que je vois, c'est que c'est un test de résilience. C'est-à-dire que là, il va y avoir un moment climax, tu vois, quelque part en Albanie. Et c'est soit le peuple albanais y plie face à la pression des autorités, des influences étrangères, peut-être de la police, etc., à force, ou il s'épuise dans ces manifestations. Et à ce moment-là, psychologiquement, on inscrit dans leur subconscient et on fait comprendre qu'on peut continuer à mener ce type de politique, et à savoir déposséder les Albanais de ceux qui possèdent, le peu qu'ils possèdent déjà. Soit la volonté du peuple albanais prévaut. Et à ce moment-là, il se retire. Parce que ça aussi, ça laisse un impact psychologique dans le subconscient de l'ensemble de la société. C'est carrément... Pour l'instant, c'est le deuxième cas parce que déjà les travaux, enfin les ventes et toute l'opération de complexe d'hôtellerie de luxe est suspendue Bien sûr. en quelques jours, premièrement. Mais ça ne veut pas dire que les Albanais ils ont fait marche arrière, au contraire. Tous les tant jours, mieux. il y a de plus en plus de gens parce qu'ils disent non, c'est plus ça notre problème. On en a marre, mais genre vraiment. Oui. Et il y a des gens qui sont en train de chanter des trucs, ils me donnent la chair de poule comme en Grèce antique des Spartiates. Je préfère mourir là en essayant de me libérer que de continuer à vivre dans cette merde que vous avez créée. Des gens qui parlent comme ça, qui disent ça. Bah, écoute, moi j'ai envie d'y Et- croire à et- tout ça, quoi. C'est quand même. Si, bah, moi j'ai pas d'opinion sur la question. Non, mais attends, juste pour vous donner un autre exemple. Mm. Le groupe français, ok, qui a organisé la manifestation en France. Mhm. La règle, c'était, dans ce groupe-là, il n'y a que des Albanais qui habitent en France. Il y a eu des efforts des Albanais d'Albanie qui ont voulu intégrer le groupe et ils ont été éjectés. Même les gens qui se connaissaient entre eux, ils ont dit non, on ne peut pas. Parce que si on laisse, toi, on te connaît, mais on ne connaît pas les gens qui viennent avec toi. Et on ne veut pas qu'on soit infiltré. On ne veut pas qu'il y ait des interférences qui nous disent après les slogans et les conneries comme ça. C'est on ne veut pas. On sait comment ça se passe d'habitude, donc cette fois, on ne va pas faire comme d'habitude. Et ça, c'est du jamais vu. C'est-à-dire, c'est vraiment les groupes qui manifestent, c'est décentralisé. Chacun manifeste pour ses raisons, mais au-dessus de toutes ces raisons, il y a une raison globale. L'Albanie n'est pas à vendre. Parce qu'il y a assez de gens qui ont vu leur terre partir entre les mains étrangères d'investisseurs qui deviennent la cause de tous les maux qui arrivent en Albanie. Bah, si c'est le cas, Léo, et si ton analyse est la bonne, enfin, je pense que ça, l'avenir très proche risque de nous le dire. C'est pas mon analyse. Non, Là, mais enfin, c'est- j'apporte simplement ce que je découvre parce que cet aspect décentralisé, c'est pas moi qui le. C'est comme ça en fait. Non, mais très bien. Après, en gros, là où je suis d'accord avec Nico, c'est que ce mouvement, il va réussir ou il va échouer. Hein. Il n'y a que ces deux options-là. Et si jamais il réussit, c'est une source d'espoir énorme pour les peuples. On sent. Je ne sais pas si tu as fini ton exposé, mais. Pas encore. Ok, bah, je continuerai tout à l'heure, alors ce que j'étais en train de dire.
Ouais, garde encore, c'est juste le dernier point qui reste. Alors, pourquoi l'aspect décentralisé est important? C'est très simple, la récupération politique ou autre devient impossible. Pour détourner ces manifestations, il faut détourner plein de groupes différents, de différentes couches sociales, de différentes positions géographiques et aussi de différentes positions politiques. Parce que dans la manifestation, c'est la gauche et la droite, là, ils manifestent ensemble. Voilà. Historiquement, c'est pas souvent que ça arrive. Ni en Albanie, ni ailleurs, d'ailleurs. Les efforts des Albanais payent déjà, car le projet de Jared Kushner, bon, ça on a dit, ça a été suspendu, mais il y a une inertie à présent que rien ni personne ne semble pouvoir l'arrêter ou ralentir. Et le 7e point et le dernier, à tes souhaits et à tes amours. Le dernier point, merci, c'est la surprise positive. Je suis le premier sceptique quand il y a des choses comme ça. Vous me connaissez, les gars. Je vais être toujours celui qui va trouver le petit truc pour dire, bon, c'est pas encore assez mature. Je suis extrêmement sceptique parce que pour moi, manifester, c'est demander à son maître esclavagiste de ne pas réduire la taille de ta cage. Tu vois? On dit sceptique, juste pour te... Sceptique, ok. Ah. Je suis sceptique. Sois pas antiseptique, là. Donc, je suis extrêmement sceptique, mais là, je dois avouer, j'ai testé les gens qui manifestent. Je leur ai posé les questions pièges. Et j'ai poussé leur raisonnement pour voir où ils en sont, et j'ai découvert que c'est solide. Et je vous parle des gens comme ma mère, tu vois, qui est une personne remplie d'amour, mais qui n'a pas forcément les meilleurs arguments stratégiques, politiques et machin et trucs, etc. C'est une maman, tu vois, et elle est 100% maman, elle n'est pas polluée par des intellectualités bizarroïdes. Donc, elle est capable d'expliquer vraiment beaucoup de choses. Tu peux demander, enfin je veux dire, il y a tous les milieux qui sont impliqués, tous les milieux, de tous les côtés, de toutes les croyances politiques, de toutes les croyances religieuses. Les chrétiens manifestent à côté des musulmans et des athées. Il y a un peu moins d'Israélites dedans par contre, parce que bah, voilà, il y a cette histoire-là, mais bon. Mais il y a aussi des juifs qui manifestent avec les Albanais, ça c'est vrai. Donc, il y a une dernière chose qui ressort de tout ceci. Toutes les couches sociales sont impliquées en manifestation et pour cette fois, tout le monde semble d'accord sur le fait qu'il faut mettre leurs différences sur le côté pour se concentrer à l'essentiel. Un esprit d'union règne. Quand j'entends les témoignages des manifestants en Albanie ou ailleurs, j'ai la chair de poule malgré ma nature très sceptique à ce genre de manifestation. Donc des choses que j'ai entendues brièvement. Un groupe de jeunes ont aidé les anciens à venir nous rejoindre. Donc il y a des gens qui sont allés chercher un groupe de personnes âgées, ils les ont aidés, transportés, emmenés sur place, restés autour d'eux pour les protéger, pour les servir. La jeunesse qui sert les anciens dans un mouvement comme ça, c'est bon, classe. C'est classe. Ils ont pris soin d'eux avec respect que je n'ai plus vu depuis mon enfance. Bref. Un autre qui me dit, les gens ont ramassé les poubelles à la fin de la manifestation et ont laissé l'endroit plus propre que quand on est arrivé. Ça vous rappelle quelque chose? Oui. J'ai entendu ça et pas qu'une fois. Et c'est vrai que les endroits de manifestation à la plage, quand les gens sont arrivés, il y avait des poubelles à gauche à droite. Quand ils sont partis, à rien. Ensuite, un autre témoignage. Tu voyais de tout, des avocats, des médecins, informaticiens, écrivains, mécanos, riches, pauvres. Ils marchaient ensemble. Tiens, remets peut-être l'écran, Léo. Ah oui, pardon. En plus, il y a un gros pan d'orthographe là, pardon, excusez-moi. Tu voyais de tout, des avocats, médecins, etc. Marcher ensemble en discutant amicalement. Je n'ai jamais vu de ça de ma vie. Et un dernier qui m'a fait halluciner, mais c'est un vrai truc. Un parent avait perdu son enfant en plein milieu de la grande manifestation. Hein, et tous les manifestants se sont mobilisés pour le trouver en quelques secondes. Un appel a été fait tout de suite pour que tout le monde s'assoie par terre afin que sa famille puisse le chercher. Tout le monde s'est assis, le gamin est resté debout et le parent, il a tout de suite identifié où était son enfant, il est allé le chercher. Et tout le monde a participé. C'est pas genre, il y a d'autres qui disent « Ah, nous, on est plus intelligents, on va pas faire, et machin. » Non. Parce qu'ils ont des priorités. Un parent qui trouve l'enfant, c'est une priorité, alors tout le monde s'assoit. Ils sont en train de montrer un sens de civisme et d'humanisme que moi, ça me surprend. Ça me surprend et j'ai dû le voir pour le croire. Alors, pas de mes propres yeux, mais les personnes qui me transfèrent ces informations,
sont des proches, c'est ma famille, c'est des amis d'enfance, c'est des gens proches qui eux, ils l'ont vu. Et pour moi, je leur fais confiance. C'est pas les médias mainstream ou des choses comme ça, tu vois. Et donc, ce qui reste, tiens, je le vois lui, et je me dis, tu vois, le chapeau traditionnel, là, j'en ai un aussi. Ouais, je crois que c'était ton truc en papier à lui là, que tu gardais dans ta chambre. Non, attends, je vais le mettre bien. Voilà. Tu vois, ça, c'est un chapeau traditionnel dans certaines parties de l'Albanie. Alors, j'en ai un comme ça, on me l'avait offert. C'est incroyable. Voilà donc tout ce qu'il faut savoir sur ce qui se passe en Albanie. Le peuple albanais a entamé une démarche dont l'issue est incertaine, mais qui s'avère inspirante et différente de ce qu'on a vu ailleurs. Je ne sais pas où tout ceci nous emmène. Tout ce que je sais, c'est que l'Albanie n'est pas à vendre. Il y a une raison. Ceux qui veulent acheter l'Albanie ou ceux qui veulent l'utiliser, ok, je vous envoie ce message-là avec mon joli chapeau. Il y a une raison pour laquelle l'Albanie a survécu aux Romains, aux Ottomans, aux Italiens et Allemands, à la dictature. Et ceux qui ignorent la raison pour laquelle l'Albanie traverse tout ça toujours en vivante, finissent par en payer le prix avec la disparition de leur royaume. Ok, message à vous. Vous voulez jouer avec l'Albanie? Mesurez bien vos actes. Mesurez bien vos actes. Vos expériences, allez les faire ailleurs parce que là... Donc, là, excusez-moi, j'étais pris par un petit bout de patriotisme là, mais c'est vrai que l'histoire de mon pays est assez passionnante dans le sens où on a été envahi en permanence. L'Albanie n'a jamais cessé d'exister. On a eu les Romains sur le dos qui ont voulu supprimer. On a eu les Ottomans qui ont voulu nous supprimer. Souvent conquise, jamais soumise, c'est ça? Exactement. La langue et la culture albanaise, elle a traversé les âges. Et ceux qui ont essayé de la détruire ont fini par mourir eux-mêmes. Il y a certains endroits comme ça, certaines cultures, certaines nations dans le monde qui ont ça. Les Français, ils ont ça aussi. Bien sûr. Et les fameux Gaulois. Gaulois réfractaires, ouais. Il y a des choses à dire, il y a des choses, je pense, très importantes. Tu n'as pas un propos, pourquoi après je développe, Rudy? Tu voulais dire quelque chose? Oui, j'ai plusieurs choses à dire. Bon, alors déjà, dans l'ensemble, cette manifestation populaire, si elle reste populaire, si elle reste, on va dire, décentralisée, non infiltrée, tout ça, c'est évidemment quelque chose qui peut nous donner beaucoup d'espoir, parce que c'est un petit peu ça à quoi on aspire tous, en ce moment. Tous les peuples aspirent à essayer de se lever contre cette espèce de main de fer, et des fois on a un sentiment d'impuissance. Donc moi je leur souhaite tout le succès qu'il faut. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, moi j'identifie un gros risque au milieu de tout ça, c'est WhatsApp, ou quel que soit le moyen dans lequel il communique. Et je pense que, on parle toujours de récupérer son autorité, et c'est vrai que sur la communication, les gens qui sont dans cette démarche de récupération de l'autorité ont encore des efforts à faire, à commencer par moi, parce que c'est bien beau, ouais, Twitter, ouais, Telegram, mais on a vu comment ça s'est passé en 2021, là, quand ils décident qu'on n'a plus le droit de parler, on ne peut plus parler. Et ça, c'est un vrai problème. D'autant qu'il existe des solutions technologiques pour aller de ce côté-là. Donc, c'est ça que j'ai envie d'aborder vite fait. Il y a un truc qui s'appelle NoSTR, qui est une espèce... Ouais. Prends le temps, parce que si j'ai mis 2 sujets, c'est parce qu'il faut qu'on aborde plein de choses. Donc, là, j'ai fait mon exposé. Maintenant, on discute. D'accord. Voilà. Donc, il y a un truc qui s'appelle NoSTR, qui est une espèce de Twitter, mais non centralisé. Ça marche un peu comme les torrents, si vous voulez. C'est-à-dire que à aucun moment, on peut dire, toi, tu te tais, toi, on ferme ton compte, toi, on ferme ton groupe. Et il est possible que, je sais pas moi, si on peut donner un petit coup pour aller... tous ensemble, globalement, virer de ces grosses plateformes, même si Twitter a apporté certains éléments positifs, pour aller vers quelque chose qui n'est pas contrôlé par un milliardaire qui peut te dire du jour au lendemain non, c'est fini. Ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel on a encore beaucoup de progrès à faire. En ce qui concerne l'Albanie, ce n'est pas forcément la chose la plus importante, parce que les Albanais, en général, communiquent entre eux. C'est-à-dire, le lien social, il est encore extrêmement fort. Même si il y a des petites guéguerres, des petites conneries, tu sais, dans les quartiers et tout ça, globalement, s'il y a un problème, pouf, ça devient des gros blocs.
Bah ça c'est. En plus, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que le type cagoulé qui va mettre le feu à une poubelle ou qui va se balader avec un drapeau ukrainien pour faire les choux gras des C'est médias. arrivé. Ah C'est bah arrivé celui-là, à en mon Albanie. avis, ça, il a pas duré longtemps, celui-là. Je pense. Non, c'est arrivé en Albanie, ça a mal passé. Même les agents de sécurité, ils ont essayé de faire leur ouga bouga, ils Ouais. se sont fait massacrer. Genre, les gens, ils sont venus, ils leur ont dit non, là, on va vous montrer. Et là, hop, il n'y avait plus personne. Tu vois justement, l'Albanais, il est bizarre. Hein, c'est un animal que tu ne peux pas dresser, tu vois. Tu peux pas. Et c'est pour ça que les politiciens, ils ont du mal à gérer. Et c'est pour ça que les Albanais sont abandonnés. Tu vois. Et Après, là, il y a eu aussi les casseurs, hein, les gens qui sont infiltrés les manifestations pour essayer de salir l'image. Ils se sont fait jeter comme des merdes. Mais quelque part, c'est rassurant qu'on ait vu des casseurs, qu'on ait vu des drapeaux nazis, des choses comme ça, parce que ça, si jamais on n'avait pas vu tout ça, j'aurais eu. Alors attends, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils n'utilisent pas les mêmes techniques qu'ils utilisent d'habitude? Le fait qu'ils les utilisent semble confirmer ton propos, à savoir qu'il n'y a pas des intérêts politiques ou des intérêts financiers qui sont derrière et qui veulent pousser. Donc, voilà. Je vais te dire même mieux. Ceux qui étaient contre le projet de hôtellerie, et qui ont commencé à organiser les premières manifestations étaient traités comme des agents iraniens par le côté pro-Trump, patriote, tout ça, tu vois. Et comme des infiltrés, comme, tu vois ce que je veux dire, les deep state et tout ça. De l'autre côté, ceux qui manifestaient contre le gouvernement Rama, qui est pro-Union européenne, etc., qui veut faire entrer, ils étaient considérés comme des pro-Trump. Donc, si tu veux, les Albanais se trouvent un petit peu dans la position que nous sommes, ADNM. Ouais, on est accusé d'être pro-Trump et anti-Trump en même temps. On est accusé d'être opposition contrôlée et opposition sans contrôle en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et le fait de voir que les deux côtés essayent d'utiliser leur narratif, et moi, c'est ça que je vois qui me rassure. C'est-à-dire, la manière qu'ils font en général, c'est polariser en prenant le contrôle des deux pôles. Et du coup, essayer de mettre tout le monde dans l'un ou dans l'autre. En France, ça marche. Et en France, on avait vu, nous, il y a certaines choses qu'on ne pouvait plus dire parce qu'on était considérés comme pro-Trump. Et dès qu'on les a dit, hop, on a eu la descente des pro-Trump, patriotes et tout ça. On était considérés comme l'opposition contrôlée et tout ça, tu vois. Ils ont essayé de faire la même chose en Albanie et ça n'a pas pris non plus. Bah, surtout s'il y a une absence de chef, s'il y a une absence de porte-parole et des choses comme ça, ils ont tout intérêt à continuer dans cette voie-là. Après, moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec un autre événement qui s'est passé cette semaine, c'est les manifestations en Irlande. Où il y a en ce moment... mais c'est pas les mêmes raisons. Hein. Bah justement, je vois des points communs, c'est-à-dire une espèce de ras-le-bol d'un pays en bout de souffle qui en a... mais par-dessus la tête d'un gouvernement qui ne respecte plus rien, ni les lois, ni le peuple, ni rien. Il ne respecte rien. Et on a des manifestations qui se traduisent avec une forme de violence. Je ne sais... Voilà, je les mets côte à côte parce que j'ai envie de voir dans quelle mesure ils sont comparables et dans quelle mesure ils ne le sont pas, en fait. D'un côté, ce qui s'est passé en Écosse ou en Irlande? En Irlande. Irlande du Nord. Irlande. Ce qui s'est passé en Irlande, conséquence directe de l'incompétence politique, même voire corruption, d'avoir laissé cette immigration incontrôlée, etc., ça donne, puisque l'acte de départ a été violent, très violent, hein, il y a quelqu'un qui a été tué, ça a généré... Il n'est pas mort, aux dernières nouvelles. Il a pris des coups de couteau dans la tête. Bref, ok. C'est la même chose. Donc, ça a provoqué des réactions, et là-bas, les manifestations, elles sont générées par la colère. Colère et ras-le-bol, c'est pas pareil. Dans colère, il y a j'essaie de sauver quelque chose qui m'est précieux et je réagis émotionnellement. Dans le ras-le-bol, c'est différent, c'est quelque chose de plus long terme. Tu sais, là, les gens manifestent pour des choses qui se sont passées des dizaines d'années dans le passé. Ok, ouais. Toutes les manifestations qui n'ont pas eu lieu jusqu'à là, elles sont en train d'avoir lieu maintenant par toutes les générations. Les jeunes, les moins jeunes et les pas très jeunes du tout manifestent ensemble pour les mêmes raisons, malgré leurs différences, malgré leur statut social, malgré leur religion. Et ce n'est pas dans un objectif de nationalisme débile et attardé, c'est dans l'objectif de protéger les terres de la nation d'Albanie. Et de protéger les terres et de protéger aussi les Albanais qui n'arrivent plus à vivre à leur propre pays, en fait.
Ouais. Mais Avec- pas, ouais. mais pas leur ennemi, c'est pas l'étranger, c'est le gars qui est au Non, bien gouvernement. sûr, ouais, on est d'accord là-dessus. Et c'est vrai vois. qu'il y a des différences qui font qu'effectivement, Et le terreau sur lequel ce ça n'est a pas poussé... violent. En Albanie, ce n'est pas violent. Si les agents de sécurité viennent à faire les cons, là, ils reçoivent ce qu'ils méritent. Tu vois. Si les policiers ils viennent faire leur gorille, ils reçoivent aussi ce qu'ils méritent. Tu vois. Mais si personne ne les emmerde, les manifestants, ils sont pacifistes, ils nettoient, ils sont dans une bonne ambiance, bonne humeur. Mais les témoignages, mais j'ai commencé à pleurer en écoutant ce qu'ils me disaient. Moi, que je n'y crois pas une seconde de manifestation en général. Parce que ce qu'ils me disaient, c'est même les personnes qui me disaient, qui étaient apathiques depuis des années, je les voyais comme réveillés. Il y a quelque chose qui disait, Léo, pour une fois, j'ai espoir. Pour une fois, je pense qu'on n'est pas en train de faire de la merde. Tu vois, des gens qui n'avaient aucune foi en quoi que ce soit. Et donc, Moi, c'est très, très différent. Oui, les deux sont arrivés plus ou moins en même temps, mais les deux sont arrivés pas du tout pour les mêmes raisons. C'est clair. C'est pour ça que j'ai envie de voir comment toutes ces choses évoluent, parce qu'il y a quand même un effet de feu aux poudres qui pourrait prendre. À un moment donné, on est tous là à l'attendre, là, cette espèce d'étincelle qui va se répandre et qui va faire qu'à un moment, on va pouvoir sortir tu sais, de ces conflits stériles, ouais, parce que si jamais ça arrive, ce qui arrivait en Irlande arrivait en France, qu'est-ce qu'on ferait? On aurait d'un côté des gens qui disent ouais, contre l'immigration illégale, d'un autre côté tous les médias qui te sortent la soupe extrême droite, raciste et compagnie, population divisée en eux, c'est bon, c'est terminé. Et donc là, ça a l'air de se passer autrement, donc voilà, il y a peut-être un exemple à suivre de ce côté-là, quoi. Je trouve que l'Albanie, elle est sur le point Y, Voilà. tu sais. Pourquoi Ouais, tout d'un coup, t'es beaucoup plus fort, là? C'est ça. Qui, moi? Oui, Ouais. C'est parce que j'ai toujours été, c'est juste que je me révèle. C'est un point de révélation. Ok. Alors, moi, je te baisse le volume, c'est comme ça, vas-y. Baisse le volume. Voilà. Ils sont au point Y, les Albanais, là, actuellement. Vous voyez comment ils se créent les connexions synaptiques, tu vois, par rapport au cerveau. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe, une activité, et là, ça commence à se connecter. Et soit ça se développe et ça devient une nouvelle manière d'intégrer quelque chose, par habitude, souvent on l'acquiert, soit ça disparaît dans le vide. Vous allez voir où j'en arrive, parce que c'est une expérience non seulement philosophique, physique, mais également spirituelle. C'est-à-dire que si effectivement, là-dessus, il se passe quelque chose, une forme d'abandon des autorités par le peuple, et une autorité abandonnée n'a plus d'autorité, donc il disparaît, et que le peuple, il se réapprend, comment dire, sa propre autorité, ça réapproprie sa propre autorité. Et c'est là, ça prend ensuite comme tu sais, comme de la peinture que tu mets dans de l'eau, tu sais, il commence à se diffuser. Et là, ça peut contaminer tous les pays. Hein. Vous savez, aussi bien la Serbie que Monténégro qui est à côté, et ainsi de suite sur toute l'Europe. Ça, c'est tout à fait possible parce que les exemples glorieux et victorieux, ils se répandent comme à la traînée de poudre. Et c'est là où je trouve ça intéressant que cette histoire a à voir avec Trump, quand même. Le début de cette... Ouais, indirectement. Parce qu'on avait vu, pas dans l'émission précédente, mais avant cela, Abramovich parlait que Trump était un magicien. Magicien de confusion, ouais. Magicien de confusion. Et que justement, il soit le déclencheur de quelque... Alors, aucune idée si c'est planifié ou pas. On va dire que c'est pas planifié. Mais du moins, par les actions de lui et des siens, il y a quelque chose qui se passe qui a le potentiel bien plus grand qu'il n'y paraît, en fait. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que quand tu vois la réaction des médias qu'on a vu au tout début, à savoir tout le monde en parle hein, parce que c'est contre Trump. Une des manières de faire tuer dans l'œuf ce genre de mouvement, c'est juste de les ignorer, personne n'en parle, on n'en parle pas, et finalement ça finit par mourir de soi-même. Là, ils se sont dit, tiens, on a un coup à jouer, c'est Trump qui va être mouillé, on aime bien salir Trump et prendre la moindre occasion qu'on a pour lui mettre tous les misères du monde sur le dos. Et du coup, la conséquence de ça, c'est que cet événement, même le magazine Forbes en parle. C'est ça, voilà, le magazine Forbes en parle. Et si tu te projettes un peu plus loin, etc., il y avait... Pardon, je vais revenir au drop de Q, etc. Il y avait des images concernant que l'Europe globalement sera plongée dans des mouvements sociaux. Alors, regarde la caméra, Nico, mais ça fait un peu bizarre si tu regardes du mauvais côté quand tu es en grand plan. Ok, je regarde le mur là, par ici, ça va mieux. Ça, c'est ridicule. Que l'Europe et aussi la France seront plongés dans des mouvements sociaux, en fait, dans des mouvements populaires. Alors, peut-être violents,
peut-être pas. Et justement, cet antagonisme qu'on voit actuellement entre ce qui se passe entre l'Irlande du Nord et entre ce qui se passe en Albanie, il y a quelque chose qui se joue là-dessus. Il y a une manière d'agir, une manière de faire. Une nouvelle manière de faire qui est présentée. Et je crois que nous aussi, on va bientôt être au milieu de ces choix-là. Ouais, on commence à l'être. Moi, il y a quelqu'un qui répond à ce que vous dites tous les deux à propos de Irlande et Albanie. Il y a quelqu'un qui a écrit très justement dans les commentaires, parce que l'avantage de faire l'émission avec Restream, c'est qu'on peut lire les commentaires directement. Il dit c'est la différence entre la poudre qui explose et la mayonnaise qui prend. C'est très, très, très joli. Donc là, c'est plutôt la mayonnaise qui est en train de prendre, parce que ça ne s'est pas fait de façon organisée, préparée, institutionnalisée et tout ça. C'était organique, mais organique comme s'il y avait une intelligence au-dessus qui poussait les gens de l'intérieur. Alors qu'en Irlande, les médias mainstream, ils sont hyper relous avec comment ils gèrent la situation avec les immigrés et ils poussent les gens à péter un plomb. Et les gens manifestent pour l'immigration. Mais ils manifestent. Ouais, mais c'est intéressant parce que si jamais, effectivement, il y a une force, une espèce de conscience collective auquel, inconsciemment, les gens qui participent à ce mouvement-là sont en train de se connecter, si ça vient de l'intérieur, tu peux faire venir tout ce que tu veux de l'extérieur. Je veux dire, le mouvement va rester. Si on regarde ça du point de vue du monde invisible, il y a peut-être un truc intéressant qui est en train de se passer. Il y a peut-être un déclencheur auquel on est en train d'assister. Tu sais, on parle constamment de l'élévation de la conscience collective, etc., prendre sa propre responsabilité. Il semblerait que ça aille dans cette direction-là et on peut que s'en réjouir, quoi. Exactement. Et franchement, plus ça va, plus je me dis, là, cette histoire de communication décentralisée, va falloir qu'on s'y mette pour de bon, quoi, tous ensemble, parce que moi, ça me dérange, en fait. Il y a quelqu'un qui m'a parlé, d'ailleurs, dans la rencontre qu'on a eue à l'Expo la semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un autre système de communication qui utilise des espèces d'appareils comme des relais. Et du coup, il y a des messages, c'est-à-dire s'il y a des gens qui ont ce relais, s'il y en a un ici, par exemple, où j'habite, les gens autour de moi vont pouvoir recevoir ces messages, mais eux-mêmes, en ayant l'appareil, ils deviennent relais. Donc, chaque appareil devient un récepteur et émetteur en même temps. Et c'est même... Alors, soit tu as un appareil prévu qui ne coûte pas trop cher, soit tu as une application pour un smartphone que tu peux utiliser sans la carte SIM. Ah, voilà, ok, d'accord. Tu vois? Et donc, sur un smartphone, l'appli se connecte avec le petit diffuseur, là, enfin émetteur-récepteur, et à travers l'appli, tu peux l'utiliser. Le seul inconvénient, c'est que si jamais il y a pas de récepteur-émetteur sur des longues distances, la connexion s'interrompt et tu ne peux pas communiquer loin. Mais ça permet au moins les communications décentralisées au niveau local. Et il m'a montré vite fait, il y a quand même pas mal d'utilisateurs et chaque utilisateur couvre un rayon assez important au niveau de émission-réception. Donc, tu sais comment ça s'appelle, ce truc? Non, malheureusement, je n'ai pas retenu. Mais je suis sûr que quelqu'un va nous le dire dans les commentaires. Quelqu'un va trouver, vous nous envoyer un message. Et il existe aussi, évidemment, les talkie-walkie, les ondes radio, quoi. Tu vois, comment on appelle ça? Ce qu'ils utilisent, les camionneurs et tout ça, là. Ouais, la CSBS, oui. Voilà. Et ça, il peut en avoir qui sont très puissants, mais ça, c'est aussi... CB. Ouais, voilà, les CB. En tout cas, tu sais, Rudy, en cas de problème, en cas de rupture de communication, etc., de toute façon, on sera dans un état, on sera plus préoccupé par notre environnement immédiat. Et avec celui-là, on n'a pas besoin de téléphone ou de quoi que ce soit pour communiquer, tu vois. Mais moi, je te parle pas d'un cas d'apocalypse du genre, tu sais, blackout, plus de communication, plus d'internet. C'est plutôt un cas de quand il y a des choses comme ça qui nécessitent une logistique et une organisation. Être sur les plateformes qui sont dans les mains des puissants de ce monde contre lesquels on se bat, c'est rarement une bonne idée, quoi. Parce que maintenant, voilà, quoi, WhatsApp, c'est qui? C'est Meta, c'est Zuckerberg, avec toute l'IA qui va à l'intérieur et tout ça. Donc là, moi, j'identifie un point faible dans ce genre d'action. Et je trouve ça un peu dommage qu'on utilise encore ça, sachant qu'il y a des alternatives, même qui ne nécessitent pas d'avoir de l'équipement spécifique, mais qui permettent juste sur Internet de communiquer de manière décentralisée. Tu sais, les torrents, ils ont essayé d'arrêter ça depuis des années, ils sont jamais parvenus à le faire, quoi.
Eh, les gars, il faut qu'on réintègre les commentaires dans les lives. On a tout de suite la réponse. Le truc dont je parlais, c'est un truc qui s'appelle apparemment Meshtastic. Meshtastic, donc Off-Grid Communication for Everyone. C'est ce truc-là, en fait. Donc, c'est un truc, je vous invite de vous renseigner. Moi, le gars qui m'a montré ça, il avait l'appareil, il m'a montré comment ça marche, et ça marchait. Tu vois? Donc, moi, j'ai été surpris parce que j'ai jamais entendu parler. J'ai vu qu'il y avait déjà, même à l'endroit où on était, il y avait quand même pas mal d'antennes, quoi. Enfin, de récepteurs-émetteurs. Donc, voilà, si jamais ça vous intéresse, c'est ça. Personnellement, je pense que ça fonctionne bien pour des communautés géographiquement relativement proches. Ça pourrait être très utile. Mais après, si jamais il y a assez de gens qui l'utilisent, bah, ça peut aller même plus loin que ça. En tout cas, voilà. Et les commentaires. Et tu vois, par exemple, les commentaires, là, il y a quelqu'un qui dit Musk va déployer ça par satellite. Ok, très bien, il va déployer ça par des satellites, c'est décentralisé, tout ça. Mais Musk, il a une entreprise, elle doit se conformer à la loi. Et on le voit là en ce moment, là, il y a quand même pas mal de bruit qui se fait en France sur le fait que Musk, sur je sais pas quelle connerie de l'Union européenne, de censure et tout ça, il a plié, ou en tout cas, il donne des signes qu'il est en train de plier. Et sans pointer du doigt le bonhomme, que bon, voilà, je sais qu'on a des avis différents sur ce personnage qui est quand même très, très, très particulier. Moi, je trouve qu'il a fait un certain nombre de choses bien, mais même indépendamment de ça, ça reste un bonhomme avec une entreprise, qui doit se soumettre aux lois. Et s'il le fait pas, d'un coup, il devient illégal. Et si Musk devient illégal, ça veut dire que toutes ces entreprises, conquête spatiale, les voitures et tout ça, d'un coup d'un seul, on peut lui foutre une pression. Et cette pression-là, lui, malgré son presque trillions de dollars, c'est complètement hallucinant, il est sur le point de passer la barre des 1000 milliards de dollars de fortune personnelle, même indépendamment de ça, il aura un point de rupture. Et c'est pour ça que ce genre de solutions qui sont présentées, que je ne connais pas dans le détail, mais ça me paraît être la direction qu'il faudrait prendre, quoi. Moi, il y a un autre aspect, parce que tu sais, on est en train de discuter maintenant de tout ça. Pourquoi j'ai pas entendu parler beaucoup les médias patriotes des liens hyper chelous de Jared Kushner et de Netanyahou? Parce que c'est bien qu'il dit on laisse Israël pour la fin. Du coup, on laisse beaucoup de place à l'imaginaire collectif pour imaginer qu'est-ce qui pourrait se passer, etc. Et comme ça... Et qu'est-ce que ça veut dire laisse sur Israël, tu vois, il n'y a pas un narratif spécifique de Q. Il y a des sous-entendus, etc., qui parlent d'Epstein ceci, Epstein cela, mais ça s'arrête et ils te disent on laisse Israël pour la fin. Pourquoi pour la fin? Pourquoi ne pas dire clairement qu'est-ce qui se passe? Parce qu'actuellement, pendant que Trump est en train de dire ouais, j'aime pas Netanyahou, blablabla, les armées sont en train de fusionner. La loi qu'on a évoquée la dernière fois est en train de passer gentiment. Écoute, là-dessus, je me suis un petit peu plus renseigné. J'ai entendu un peu tout et son contraire. J'ai pas la capacité de savoir qui va dans quel sens et tout ça. Il y a des gens qui disent oui, mais non, mais c'est tout un foin. Mais en fait, ça fait très longtemps que ça existe. C'est juste des concepts et tout ça, mais que dans la réalité, ça n'arrive pas. Cette histoire de fusion entre les armées israéliennes et américaines, je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'il dit pas tout à un moment donné? Ça, je pense que c'est quand même un argument qu'il faut pas. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas clair? Parce que comme on l'a déjà dit, pas lui. Lui qu'il fasse ce qu'il veut. Q et les médias qui satellitent autour de Q. Alors, les médias qui satellitent autour de Q, je veux dire, on le sait. On a le camp patriote qui essaie de blanchir Trump pour tout ce qu'il fait et de passer sous silence tous les éléments qui vont pas dans leur narratif. Parce que, qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison, à un moment donné, quand tu es en train d'essayer de défendre un narratif dans une confusion comme ça, tu dois faire un certain nombre de compromis avec la réalité. Parce que qu'est-ce que la réalité aujourd'hui, ça devient hyper compliqué. Donc quand tu as quelque chose à défendre du genre c'est ça la vérité et c'est par là, ça peut avoir son utilité. Moi ça m'a permis, je suis des gens comme ça qui m'ont permis de comprendre tout un tas de choses et qui ont des fois des analyses très pertinentes. Maintenant, voilà, on peut pas nier que ces angles morts peuvent être parfois problématiques. Et moi-même j'en ai souffert, me retrouver à me dire mais alors attends, là on me demande de justifier, je suis pro-Trump, qu'est-ce que je dois dire pour justifier ça? Donc à partir du moment où c'est là la polarisation, c'est-à-dire quand ils nous parlent comme ça, quelque part on se sent obligé de défendre. Mais en réalité, on n'est pas... Quand on a évoqué, tu te rappelles, avec Joe Masson, on avait fait cet échange. On n'était pas en train de défendre Trump. On était en train de dire qu'il y a une certaine volonté flagrante de raconter tout et n'importe quoi sur Trump
et une partie des complotistes vont vers des directions qui décrédibilisent la critique réelle de Trump. Par exemple, quand tu dis le 6 janvier, c'est Trump qui l'a fait, c'est faux. C'est pas lui qui l'a fait. Et c'est pas parce qu'on est anti-Trump ou quelqu'un est anti-Trump qu'il doit dire le 6 janvier, c'est Trump qui l'a fait. Tu vois? Et Jeffrey Epstein, c'est Trump qui l'a arrêté. Dire que Trump est impliqué avec Epstein, c'est pas forcément une bonne idée parce que tout montre le contraire. Donc, si tu veux, on a toujours essayé, on a dit depuis le début, Trump fait des choses sympas, mais attention à ne pas lui donner l'autorité. On l'a dit comme ça ou pas? Et donc, il a fait des choses sympas et on a été amené souvent à dire des choses bien de Trump parce qu'il faisait des choses bien. Mais tu vois, même mais le problème, c'est qu'on est entré dans une structure intellectuelle où on a été identifié avec un clan, le clan pro-Trump, patriote, appelle ça comme tu veux. Et maintenant, quand on voit ce que Trump fait, qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ce qu'il avait dit, parce qu'il avait dit que dès le début où il va venir, ça va être la paix. Objectivement, ce qu'il avait promis, la paix en Ukraine. Bordel. Non, j'ai pas vu la paix en Ukraine. Non, mais j'ai pas vu la paix en Israël. C'est bien ce que je te dis, oui. La paix en Israël, il l'avait pas promis, vu qu'il n'y avait pas encore la guerre en Israël. Enfin, bref, ça c'est un autre sujet. Il n'y avait pas la guerre en Iran. C'est lui qui a déclenché carrément la guerre avec l'Iran, par exemple. C'est lui encore qui une a fois, mais d'accord. Encore une fois, il y a énormément de confusion par rapport à ça. Tu vois, là, on vient de faire quand même toute une explication. Jared Kushner, Netanyahou, marié avec la fille de Trump, donc proche de Trump. Bon, aujourd'hui, il y a eu... La paix a été, semble-t-il, annoncée par Trump. Bon, c'est pas la première fois en Iran, mais manifestement, Israël est laissé complètement en dehors des pourparlers là de ces accords de quoi, de Téhéran, d'Islamabad, je sais plus. Islamabad. Ouais, c'est ça. Ouais. Et bon voilà. Donc et ça, tu te dis mais comment est-ce qu'on peut dire que Trump il est contre Israël alors que regarde son beau-fils et tout ça, son gendre et tout ça. Ouais, mais comment on peut dire qu'il est pour Israël alors que dans les accords de paix, Netanyahou il est complètement mis de côté. La confusion règne. Et le problème une fois quand t'es dans un milieu de confusion comme ça, c'est assez inédit, mais dans un milieu de confusion comme ça et que t'as quelque chose à défendre, du coup tu peux plus défendre la vérité. Tu peux pas servir de maître à la fois. Tu peux pas défendre et la vérité et le narratif que tu souhaites voir réussir. Et c'est beaucoup plus confortable d'essayer de se poser, défendre la vérité et de dire, par exemple, il s'est foutu de la gueule de Sleepy Joe pendant 4 ans, et là, c'est lui qui s'est fait choper 2 fois à s'endormir dans des lieux publics et tout ça. Je prends un exemple très ridicule et tout petit, juste pour pas lancer une polémique qui n'a pas lieu d'être maintenant. Mais on peut noter du doigt que, non, ça fait partie du plan, il s'est endormi au match de basket, parce que tu comprends. Non, il s'est endormi, il commence à avoir 80 ans, il commence à fatiguer. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas dénigrer ce qu'il fait de positif, que de constater que le mec il a 80 ans quand même et c'est pas simple quoi. C'est ça, c'est le principe même de la polarisation, c'est soit tu penses ce que je pense, soit tu fermes ta gueule et tu crées 2 camps qui pensent la même chose et là c'est fini. Exactement. Toi tu peux dire ce que tu veux, tout le monde va chercher à te mettre dans un tiroir ou l'autre. Oui Nico, vas-y. Je pense que franchement j'aimerais savoir ce qui se passe dans la tête des gens. Les gars, on n'a pas Thierry, on n'a pas les compresseurs qui sont actifs, donc si vous parlez là, ça fait... Je suis trop loin. Et si vous parlez là, ça fait ce volume. En fait. Je suis trop loin. Non, t'es trop près. Là, on n'a pas les compresseurs sur la c'est... carte son. Ok, je suis là. Je suis là, je bouge pas. J'essaie de penser aux gens qui étaient... On n'a pas ceux de Thierry. D'abord pro-démocrates, qui ont été énormément dessus avec les choses qu'ils ont appris sur les démocrates. Après, ils étaient pro-Trump. Et là, il y a tout l'actuel, il y a plein d'éléments dans l'actuel qui disent non, mais j'arrive plus à être pro-Trump. Est-ce que je retourne chez les démocrates? Mais je déteste les démocrates aussi. Voyez cette confusion, c'est une porte d'entrée vers quelque chose de nouveau. C'est pas de la confusion, ça, c'est l'illusion du faux choix, ça. C'est pas de la confusion, en fait. Oui, mais quand tu te sens piégé dans ces 2 choix et qu'enfin tu as identifié que tu es piégé dans ces 2 choix, ce qui s'offre à toi, c'est le 3e chemin. C'est pas la porte à droite ou à gauche. C'est le pas de côté d'observateur. C'est le pas de côté, c'est je sais pas, la trappe en dessous, la trappe au-dessus. Mais pour dire que voilà, la fenêtre d'opportunité, elle est là. C'est la façon dont Trump, bon gré mal gré lui, offre une fenêtre d'opportunité aussi bien à ceux qui lui ont donné son autorité, à ceux qui ont donné leur autorité aux démocrates et qui ont été déçus, de sortir de cette dualité qui les a piégés entre gentils et mauvais. Et si les gens la saisissent,
ça me surprendrait pas il puisse se passer les mêmes choses qu'en Albanie. Les mêmes choses qu'en Albanie, mais à l'échelle mondiale. C'est ça. C'est-à-dire pas on est contre la droite, votons à gauche. Ouais, on est contre la gauche, votons à droite. C'est de l'alchimie mentale. Vraiment, ce qui se passe, c'est de l'alchimie mentale. C'est assez hallucinant et je suis obligé de le constater, de le reconnaître. Après, il faut quand même pas négliger qu'un élément... Comment on commence l'émission, nous? Voilà, nous, on se met, serviteur du Christ, paix, pardon, humilité, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est qu'avoir une ligne directrice claire, tu vois, que même quand tout est éteint, quand il y a du bruit de partout, quand il y a des fumigènes et tout ça, tu vois quand même ta ligne directrice, ça aide, ça. Et c'est pour ça que la spiritualité, la foi... La branche où on se tient dans cette période de chaos, c'est pour ne pas s'envoler dans la tempête. Construire sur le sable ou construire sur le roc, en fait. C'est exactement ça. Et après, voilà, donc, je sais pas, est-ce que c'en est où la spiritualité en Albanie? Est-ce que, enfin, question un peu la vague. dictature avait interdit toutes les religions. Ok. C'était interdit. Et pendant la dictature, ils forçaient notamment les chrétiens. Les chrétiens les plus connus pour leur foi, ils leur mettaient une croix par terre, ils leur disaient il faut le cracher sur la croix et la piétiner, sinon camp de concentration. Et beaucoup ont fini en camp de concentration. Dernier détail, je voulais vous montrer pour ceux qui regardent et qui tirent les ficelles là-haut, notre drapeau, c'est un drapeau rouge sang avec un aigle à 2 têtes. C'est un aigle clairvoyant céleste avec 2 têtes qui voit les réalités matériel ou invisible. Gardez ça en tête, ok? Le passé et l'avenir aussi, peut-être. Parce que, je veux dire, le rapport au passé... Dans tous les axes. Passé, avenir, c'est l'axe temporel. Ouais. Le bien et le mal, c'est l'axe vertical, de l'évolution spirituelle. Donc, voilà, pour revenir à l'Albanie, moi, bizarrement, je me retrouve surpris avec moi-même de croire que là, il y a quelque chose de très différent qui se passe. Je connais assez bien l'Albanie, le désespoir, l'apathie, comment tu dis, pas la résilience, mais tu sais, la résignation. La résignation du peuple albanais, c'est toujours, ouais, mais de toute façon, les Albanais, ils n'y arriveront pas. Et les autres, c'est des cons. Moi, je suis intelligent, mais les autres, c'est des cons. Le truc classique, tu vois. Et j'ai écouté ça pendant 40 ans. Et maintenant, ces mêmes gens-là, ils te disent non, cette fois, j'aime ce que fait mon prochain. J'aime mon prochain et avec lui, on va aller se tourner pour finir tout ça une fois pour toutes. Même des gens que je ne croyais jamais entendre parler comme ça, je les ai entendus parler comme ça et ça, je me dis, là, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose. Et là, c'est un bon moment de passer à l'autre sujet parce que ceux qui ont attaqué les terres albanaises et la nation albanaise, voilà, ils ont ouvert des portes, alors j'en prends une et j'y vais dedans. Ok, c'est pour emmener l'équilibre. Avant de le faire, j'aimerais vous rappeler quelque chose, juste rapidement, sans vouloir trop enlever de l'importance à ce qu'on est en train de dire, mais c'est la petite pause pub pour nous qui en a besoin. On vit grâce à vous et grâce à vos contributions volontaires. C'est des espèces d'abonnements que vous prenez. Ça ne vous donne pas plus d'accès à quoi que ce soit, c'est juste des contributions volontaires qui font que nous, on peut continuer à faire ce qu'on fait grâce à toute une structure et les gens qui ne peuvent pas donner quelque chose peuvent avoir accès aussi. Donc ceux qui donnent aussi pour ceux qui ne peuvent pas donner. D'accord? Donc, et c'est ça qui nous permet aussi de faire ce qu'on fait en ayant seul comme patron, comme un qui donne, vous. On n'a pas de partenariat avec des marques, on n'a pas des contrats politiques, je sais pas quoi, on n'a rien, on n'a aucune pub nulle part. Les pubs que vous voyez sur YouTube, c'est pas les nôtres, c'est pas nous qui demandons quoi que ce soit, les chaînes ne sont pas monétisées. D'accord? On est dépendant à nos maîtres. On est dépendant à nos maîtres. Et nos maîtres, c'est vous. Donc, si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas à faire une petite contribution volontaire, évidemment, pour nous permettre à continuer et pour donner accès à ce qu'on fait à ceux qui ne peuvent pas donner aussi. Donc, vous pouvez le faire via notre site, ici, soutenez-nous, ça nous emmène sur une page qui vous permet de faire une contribution de plusieurs façons différentes, par Tipeee, par Twint pour les Suisses, carte bancaire et même des crypto-monnaies. Voilà. Donc, et les crypto-monnaies, on ne les garde pas, on les sort, on les vend, etc. etc. Pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup, ce n'est pas encore très utilisé, les crypto-monnaies.
Donc, bref, tout ça pour dire que c'est vous notre maître et c'est vous que nous servons. Point. C'est aussi simple que ça, de ce lien-là. Et tu sais, ça va dans le même sens avec ce qu'on dit au début, qu'on fait tout ça pour servir le Christ. Pourquoi on fait tout ça? Quel est le lien entre ça et le fait qu'on sert ceux qui nous donnent? Eh ben, c'est que le Christ avait dit, quand tu vas aider ton prochain, quand tu vas aider tu sais, l'ancien qui est seul, quand tu vas aider le malade, quand tu vas aider celui... En réalité, c'est à moi que tu le feras. Eh ben, c'est cette chose-là qu'on veut faire avec vous. On veut vous apporter toutes ces informations et toutes ces recherches que vous n'avez pas forcément le temps de faire, et on le fait vraiment 100% avec le cœur. Et la seule raison pour laquelle ces contributions sont nécessaires, c'est parce que dans ce monde de merde, eh ben, on ne peut plus rien posséder. Pas une terre, pas une voiture, rien du tout. Et du coup, on a des factures. Et donc, ces factures-là doivent être payées. Et si on doit payer les factures par les méthodes traditionnelles, que moi, je peux même techniquement plus faire à cause de mon nom, comment il a été sali par les médias mainstream et tout ça, socialement, c'est un peu compliqué, tu vois. Donc, voilà, moi, le dernier chemin qui me reste, c'est ça. Et heureusement, avec Isabella, on fait au mieux. Mais du coup, on a vraiment besoin de vous parce que, comme vous avez entendu, ma voiture est morte, au point où elle a même cassé le garagiste. Vous avez entendu ça la dernière fois. Et on va dire que la facture est beaucoup plus élevée que la taille du portefeuille. Donc, si jamais vous pouvez, n'hésitez pas à filer un coup de main. Voilà, c'est tout. Maintenant, on ferme cette parenthèse-là en remerciant tous ceux qui contribuent déjà et en vous disant c'est grâce à vous qu'on fait ce qu'on fait pour toute la famille. Merci à vous. Qui est le héros qui est sur le cheval? Parce que j'ai entendu son histoire une fois, mais ça y est, elle m'est sortie de la tête. Je me rappelle que ça a un rapport avec l'Empire ottoman. Ça, c'est... attends. Ça vous dit, on jette un coup d'œil? Allez, parce que je crois qu'il est assez impressionnant comme héros. Son histoire, elle est assez ouais. Alors, tu peux me décrire rapidement l'histoire de Skanderbeu, le roi albanais. Skanderbeu. Oui, Skanderberg apparemment, c'est comme ça en français. Et la grande figure héroïque de l'histoire albanaise, même s'il n'a jamais été roi. Bon, ok, c'est pour ça que j'ai mis entre guillemets. Né vers 1405 de la famille noble des Castrioti, dans ce qui est aujourd'hui l'Albanie. Enfant, il est envoyé comme otage à la cour de l'Ottoman Empire, de l'Empire ottoman, où il reçoit une formation militaire et devient officier ottoman. Regardez l'histoire, ça rappelle un peu Moïse. En 1443, profitant d'une défaite ottomane, il quitte le rang, retourne en Albanie et reprend le contrôle de ses terres. Il a libéré l'Albanie à cette époque-là. Il rassemble plusieurs princes albanais, parce que l'Albanie, encore une fois, c'est une nation. Donc, c'est pas au sein de la League of Lege, et mène une résistance contre les Ottomans pendant environ 25 ans. Malgré l'immense supériorité de l'Empire ottoman, il remporte plusieurs victoires et empêche la conquête complète de l'Albanie de son vivant. Il reçoit le soutien du pape à un moment donné et du royaume de Naples, qui le voit comme un défenseur de la chrétienté face à l'expansion ottomane, forcément. Il meurt en 468, etc. Et donc, après sa mort, les Ottomans finissent par conquérir l'Albanie. C'est un gars qui, à lui tout seul, il a pu tenir les Ottomans en distance. Et à lui tout seul et avec une petite armée ridicule comparée à ce qu'il avait en face. Etc. Donc, c'est quoi bref, on va pas aller plus dans le détail, mais il y avait des histoires de combats où c'était 100 contre 3000 ou des trucs comme ça, et ils ont quand même gagné. Donc, voilà, c'était une sorte de super-héros. On en est à 1h40 passé de live. Je vous propose que si on ne veut pas finir demain matin, on passe à la suite. Ouais, vous comprenez maintenant pourquoi on peut avoir que 2 sujets ce soir? Mm-hmm. Voilà.